Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. La Nouvelle-Calédonie est un sujet passionnant et passionnel. On peut la voir de différentes façons. Beaucoup adoptent volontiers, probablement par confort ou conformisme, une lecture passéiste, celle de l'ethnologue un peu condescendant et pontifiant, et croient y voir au mieux une curiosité pittoresque, presque attendrissante, un peu kitsch façon Rousseau dans sa grande époque du mythe du bon sauvage. C'est non seulement daté 1755, scientifiquement faux mais surtout sous des aspects faussement naïfs, très connotés politiquement. Ce fameux Rousseau, l'inséminateur de la Révolution française, l'homme qui, sans sourciller, se permettait de donner au monde entier des leçons en matière d'éducation des enfants, de moralité et de civilité, alors que dans le même temps il abandonnait sa compagne illégitime et ses propres enfants à l'assistance publique. Puis au XXe siècle, Margaret Mead écrit son Coming Out of Age in Samoa, et Lévi-Strauss son Triste Tropique. Beaucoup d'anthropologues d'aujourd'hui cherchent à reproduire l'exploit, en quête de leur propre Samoa ou de leur Amazonie, de leur petit terrain d'expérimentation. Certains croient l'avoir trouvé en Nouvelle-Calédonie. Ils s'y accrochent, comme à un dernier radeau qui façonnerait leur parcelle de gloire personnelle. Mais cette optique date d'au moins 70 ans. Mead et Lévi-Strauss avaient vraiment produit de la science à leur époque. Jusqu'à en épuiser le sujet. Et d'ailleurs, en 20 ans, Claude Lévi-Strauss est passé de Race et Histoire, 1951, à Race et Culture, 1971. Quel changement radical de religion, sous les plafonds de l'UNESCO. Puis vint Hofstede, exit le poète du structuralisme des mythes, remplacé par l'ingénieur hollandais aux analyses factorielles multidimensionnelles. Changement d'époque et d'instrument. L'analyse des cultures a vécu, avec Hofstede, sa révolution copernicienne. Non. Décidément l'anthropologie façon 18e ou début du 20e n'est pas la bonne approche pour appréhender la réalité de la Nouvelle-Calédonie. D'autres y voient le dernier champ de la lutte des classes façon Marx, Mao, Guevara. On rejoue la dialectique, les masses laborieuses exploitées par un capitalisme violent. C'est vrai que le décor a priori s'y prête. Banane et République. Mais il faut se garder des conclusions hâtives. Le cousin germain de Marx n'était autre que le fondateur d'une des plus grandes entreprises mondiales. Philips devenu l'icône de la multinationale apatride, mais il s'illustra surtout en inventant l'obsolescence programmée à travers le cartel Phébus. En gros, le cousin germain de Marx a créé la machine de guerre de la société de consommation, qui reste aujourd'hui la colonne vertébrale de notre civilisation. 70% du PNB sont constitués par la consommation des ménages. L'histoire a toujours des mécanismes de rappel, dans tous les sens du terme. Et puis, le Che est mort depuis belle lurette et les Chinois sont les premiers capitalistes du monde. Friedman et Hayek ont été nobelisés et Fukuyama nous a annoncé la fin de l'histoire. Là encore, il faut avancer sa montre de plusieurs décennies. Alors sous les clichés, la plage. La vérité est simple. La Nouvelle-Calédonie est le futur. C'est un microcosme du grec mikros, petit et cosmos, univers à elle toute seule. Elle contient toutes les problématiques de notre avenir, multiculturalisme, énergie, industrialisation, biodiversité, écologie, terres rares, multilinguisme et transition. Oui, transition. Le monde entier est en transition, entre un passé définitivement mort et un avenir à inventer. Certaines régions transitent au sens latin voyage, pour l'instant mieux que d'autres, l'Asie, l'Amérique du Nord. Et le Pacifique. Pour d'autres, le chemin est difficile et la régression est possible, presque inévitable. L'Europe est dans une mauvaise passe. Quand j'ai décrit en détail la situation que connaît actuellement l'Europe, dans un article séminal paru au début des années 2000, dans la revue des anciens élèves de l'ESCP Europe, certains penseurs politiquement correctement corrects avaient eu un peu de mal à l'accepter. Cela ne faisait pas partie de la panoplie du prêt-à-penser standard de la rive gauche de la Seine et encore moins du Bruxelles de l'époque. Il faut dire que je me fondais sur le fait que les facteurs culturels constituant la diversité européenne étaient totalement ignorés dans l'équation, alors que ces différences fondamentales sont l'Europe, font l'Europe réelle, et non le nous-mêmes Europe. Aujourd'hui, la ligne de fracture en Europe coïncide exactement avec la ligne des cultures, comme analysée par un certain Hofstede. Alors,
Si vous voulez avoir un aperçu du monde de demain, portez votre regard là où la mer caresse le sable, la Nouvelle-Calédonie. Le Pacifique est source de vie et d'inspiration. Le XXIe siècle y a élu domicile. Le Caillou est désormais en marche vers son destin, comme il a su le faire en rejoignant courageusement les forces du monde libre pendant les heures troublées de la guerre. Le rocher sait quand il le faut hisser la bonne voile. Les hommes et les femmes qui l'habitent depuis des générations sont des gens forts. Forts de leurs convictions, de leur intelligence, de leur amour. Ils donnent sans compter. Mais avant, il faut conquérir leur cœur. La Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas les histoires d'amour. Les vraies, pas celles à la guimauve. C'est une terre d'hommes, de tabous et de nickel. La vie y vibre plus fort. Je voulais que ce livre soit écrit à plusieurs mains. C'est chose faite. Et avec maestria. Un grand merci à chacun des contributeurs et en particulier, à Vincent Rodriguez. Bonne lecture. Georges Nurdin. Prélude. Chassés par l'aventure, la faim ou la houle, les tout petits esquifs s'aventurèrent dans la mer, une mer tantôt en furie, tantôt apaisée. Les ancêtres survivaient dans l'immense océan. Parfois ils souquaient dur, parfois ils pêchaient, emportés par la houle obéissante au vent. Ils savaient d'où ils venaient, mais non où ils allaient et encore moins où ils se situaient dans l'immense océan. Les esprits nous accompagnent, se disait-il pour s'encourager. Après de dures journées, après de longs mois, la houle et le vent, la pagaie ou la tempête les jetèrent comme des cocos secs sur des terres inconnues. Les esquifs arrivèrent en différents endroits, face à de grandes montagnes, sur des plages de sable. En face, ils découvrirent des vallées recouvertes de forêts luxuriantes. Fatigués, épuisés, ils s'y installèrent. D'autres arrivèrent après. Combien de temps après ? Parfois, ils les accueillaient, parfois, ils les chassaient, les obligeant à ramer vers d'autres vallées. Ainsi se peupla la terre. Peut-être que bien avant, d'autres étaient déjà là, entraînés par la dérive des continents. Mais cela, on ne le sait pas. Le saura-t-on jamais ? L'important était pour eux de vivre le moment. Ils le vivaient tantôt dans le calme, tantôt en guerroyant contre les vallées voisines pour chercher des aliments autres que le poisson, les racines ou les fruits donnés par la mère nature. Bien des soleils et des lunes plus tard, des bateaux beaucoup plus grands que leurs pirogues minuscules s'arrêtèrent au large et des hommes débarquèrent. Eux ils étaient nus, les arrivants portaient des vêtements. Ils surprenaient par leur accoutrement. Des deux côtés l'on s'ébahissait des différences. Le premier accueil fut d'abord facile, puis plus difficile. Malgré tous les problèmes inhérents aux humains, l'arrivant s'installa lentement, avec des difficultés pour les uns et les autres. Les derniers venus apprirent qu'ils étaient arrivés sur une terre située par 21°30, sud 165°30, est des coordonnées de la Terre. Un peu plus tard, ils apprirent que c'était une île. Le commandant du premier bateau la baptisa Nouvelle-Calédonie. En mémoire de tous les ancêtres des habitants de cette île magnifique, les collaborateurs de ce livre vont essayer de dessiner un tableau retraçant, assez succinctement, mais avec une rigueur certaine, ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient devenir. Ces collaborateurs, à l'égal de beaucoup d'autres habitants, veulent le meilleur pour toute la population. Encore faut-il que, dans un monde transformé en village global, ensemble ils restent maîtres de la direction réfléchie par eux envisagée. Le passé vécu et le futur désiré sont décrits par des hommes ouverts au dialogue, de différentes origines humaines et culturelles, aux professions bien différentes mais ayant pour trait commun leur attachement viscéral au pays où ils ont vécu toute leur vie. La planète Terre y est représentée par des populations diverses d'origine et de culture. Par le sang mêlé au fil du temps, un peuple a été créé, riche en particularités. Ensemble, ils regardent le récif qui les entoure, espérant voir au loin le village planétaire. Ensemble, ils chargent leurs terres nickellifères sur des bateaux en partance vers d'autres horizons. Un jour, ils ont compris l'importance mondiale de cette terre rougeâtre. Ils ont négligé un peu ses potentialités agricoles. Le monde des affaires s'y est précipité. Que vont-ils devenir ? À eux de se construire. Divisés, ils ne peuvent rien. Mais ensemble, ils peuvent envisager et construire un avenir radieux. Chapitre 1 Tagaloa. Histoire oubliée ?
Histoire en sommeil? Assis au bord de l'eau, quelque part au nord du pays Outmwaap, nord de la Nouvelle-Calédonie, je regardais rentrer des pêcheurs métissés à bord de ce qu'ils appellent ici le tolé, petite embarcation en aluminium utilisée pour la pêche lagunaire. Cela réveilla en moi un souvenir d'enfance où je revoyais les parties de pêche menées par mon oncle, maître de la pêche dans mon village. Mon esprit s'évada peu à peu. Puis des images nettes, des paroles claires me ramenèrent dans une dimension indéfinissable entre le présent et le passé, comme dans un rêve que l'on fait les yeux ouverts. Nous remontions à la tombée de la nuit, épuisés par les multiples apnées et la morsure du soleil, sur un îlot qui faisait face au Fénois, le pays, et que l'on pouvait deviner grâce aux petites lumières des phalles, cases éclairées. Chacun s'activait à des tâches répétées depuis que la mer est mer et que les terres y flottent. Il fallait remonter la pirogue sur le sable. Nous, les plus jeunes, préparions le feu pour la cuisine et pour nous réchauffer la nuit. Grand-père m'avait chargé de repérer la source d'eau fraîche, entretenue par nos aînés depuis des générations jusqu'à nos jours. Elle était frappée d'un tapou, un interdit, et seuls les membres de notre clan pouvaient y accéder. Si par malheur, un étranger voulait y boire ou tentait seulement de s'en approcher, le puits dégageait alors une odeur nauséabonde qui en découragerait plus d'un. La pêche était bonne et la saumonée grillée aussi. Le toté, le maître de la pêche, et les hommes avaient déjà enfoui le produit de notre pêche dans le sable pour le conserver jusqu'au lever du jour avant de mettre le cap vers le Fénois, le pays. On pouvait distinguer comme des voix humaines dans le fracas des vagues sur le récif. Le Matois, le vieux, commença alors à raconter l'origine de nos Tupuga, nos ancêtres, et la cosmogonie propre à notre culture telle qu'on les leur avait racontée dans sa jeunesse. Il commença son récit, tandis que nous étions tous autour du feu, recroquevillés de peur à l'intérieur de nos holos, tissu végétal servant de couverture. Il disait : « Ce que vous entendez, c'est le souffle des vieux, ce sont les voix de nos ancêtres revenant sur leur lieu de pêche, sur les terres qu'ils ont accostées durant leur voyage à travers l'océan. » Il y avait très longtemps, alors que les esprits se mouvaient de nuit, au temps où à l'image du ciel qui embrasse l'océan, le monde des esprits était en relation avec le monde des vivants, nos illustres ancêtres découvrirent les premiers, le Moana Pacifica, l'océan Pacifique, mer nourricière, et naviguèrent sous les 4 vents, les points cardinaux. C'était l'époque, disait grand-père, de la découverte de la terre d'origine du Pulotu, connue aussi dans d'autres îles sous le nom de Hawaiki, terre d'abondance, et du Vanoa, l'espace marin, où flottaient les algues et les terres émergées. Les étoiles avaient guidé Tagaloa et Maui Atalaga, dieux de la mer, à travers ce même Moana océan à la recherche de poissons. Grand-père disait souvent que ces deux-là avaient pêché et amarré à la surface de l'eau plusieurs îles du Pacifique. Nos Tupuga ancêtres venaient du vent d'ouest, eux-mêmes issus des Tupuga du vent du nord. Navigateurs et pêcheurs, ils s'installèrent partout où ils découvrirent une terre, y laissant souvent des familles pour la cultiver. Ainsi, ils pourraient y revenir et y être accueillis à nouveau par ceux qu'ils avaient laissés derrière eux quelques années, voire des décennies plus tôt. Les navigateurs repartis trouvèrent des peuplades noires, restent des premières migrations qui ont sûrement migré à pied avant la fonte des glaces, disséminées dans les vallées des pays Uliuli, noirs. C'étaient des chasseurs-cueilleurs, auxquels nos Tupuga apprirent l'agriculture. Ces peuplades avaient sûrement été absorbées par les Tupuga, ancêtres venus du nord. Ils avaient établi, à l'image d'Internet, une connexion entre les îles pour faire du troc entre elles. La dure loi de la mer rendait obligatoires les règles les plus élémentaires, dont le droit d'accueil et le droit d'atterrage qui garantissaient la vie à tout marin accostant une terre. C'est pourquoi les vieux disaient : partout où la mer caresse le rivage, c'est chez nous. Ce respect dû à la vie des hommes, par-delà les terres et les mers, les Tupuga le plaçaient aussi dans l'unité de la terre et de la mer. Et de nos jours encore, dans certaines coutumes des îles du Pacifique, la mer est la continuité de la terre et vice-versa. La pensée océanienne désigne la terre comme un élément de la mer. Selon d'où l'on vient. Le long voyage des ancêtres sous les 4 vents de l'océan Pacifique avait laissé des traces vers l'est jusqu'à l'île de Pâques et peut-être plus loin encore au Pérou et au Chili,
d'où ils ramenèrent avec eux le kumala, la patate douce. À l'ouest, ils accostèrent certaines terres indonésiennes et même jusqu'à Madagascar d'après les témoignages de certains malgaches se revendiquant d'ancêtres tongans. À bord de leur kalia, les pirogues doubles capables d'embarquer 400 personnes, ils sillonnaient les mers du Sud à la recherche de l'ailleurs, d'une vie meilleure et sans doute à la recherche du paradis perdu, le Pulotu, cette fameuse terre d'abondance dont les contes et légendes se faisaient l'écho. Depuis longtemps, de nombreuses pirogues de Tupuga avaient touché les côtes des Fénois Uliuli, Mélanésie. Et bien des noms de lieux attestent aujourd'hui des connexions commerciales et familiales établies depuis des millénaires entre ces populations. Uvea, en Nouvelle-Calédonie, Futuna, province de Tafea au Vanuatu, Muliki et Mulaka. Renel et Bellona, Maleta, Anotaï, Salomon, Kapinga-Malagi, Ontong, Java et Tomako, Micronésie et Indonésie. De même, les résonances de ces échanges nous parviennent au travers des contes et légendes océaniennes, ou apparaissent dans les similitudes des coutumes. À l'école, j'ai appris qu'un homme du nom de James Cook a découvert cette terre qui lui a donné le nom de Nouvelle-Calédonie et que d'autres hommes ont aussi donné d'autres noms à d'autres îles. Wallis, Salomon, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande. Sans doute, ces hommes-là ont-ils croisé mes Tupuga sur leur chemin. C'est aussi vrai que moi-même, j'ai découvert la France à l'occasion de mon service militaire. Comme les hommes qui ont découvert les pays de mes Tupuga, j'ai eu moi aussi un regard sur les hommes et les femmes que j'ai rencontrés en France. Ils m'ont paru un peu robotisés, à mon goût, remontés comme les vieux réveils d'antan. J'ai appris que ces hommes et ces femmes étaient venus de tous les pays environnants, par vagues successives, pour peupler la France et faire d'elle la France métissée actuelle, de la même manière que les Tupuga avaient rencontré et s'étaient mélangés avec les populations rencontrées sur les terres émergées du Pacifique. D'après les récentes découvertes archéologiques faites dans un village calédonien au bord de l'eau, deux sépultures côte à côte sont séparées, dans la profondeur temporelle, par un bon millénaire. Comme partout par vagues successives, cette île a été colonisée, habitée, foulée par des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes continuent à venir par voie maritime comme jadis, ou par voie aérienne, à la recherche d'une vie meilleure ou d'un travail. Chacun contribue au métissage de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'arrivée des premiers Papalagi, blancs, l'île est entrée dans l'époque contemporaine et l'histoire antérieure, faite d'échanges commerciaux et sociaux, de liens entre les peuples de la mer a été étouffée. Son antériorité sur l'histoire des Papalagi, son authenticité incontestable a été classée dans la préhistoire des Occidentaux. De tout temps, l'homme a toujours été attiré par l'aventure, par un ailleurs. Poussé par sa curiosité, il ne se satisfaisait pas de ce que peuvent lui offrir des parcelles de terre flottantes. Souffrant de l'exiguïté des terres, il prenait la mer pour étendre son commerce et son pouvoir, cas de la Polynésie centrale. D'autres, condamnés à l'exil par des guerres fratricides ou par la famine, partaient trouver ailleurs paix et nourriture. Implantation sur le Caillou. Dans la période de l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, ces voyages ou migrations appelées Tavaka poussèrent ces hommes à la recherche d'un travail vers des pays industrialisés. Comme pour leurs ancêtres, le départ semblait toujours être lié à des enjeux ou à des raisons socio-économiques. Mais le sens des anciens Tavaka s'était perdu. Déjà les missionnaires les avaient interdits parce qu'ils y voyaient une difficulté à leur mission de sauver les âmes, et parce qu'ils n'acceptaient pas cette liberté de couvrir le Moana, l'océan. Désormais, les Océaniens ne seraient plus jamais maîtres de leur destin comme l'étaient les Tupuga. Les Polynésiens notamment, vécurent ces nouvelles migrations comme passagers sur des bateaux en direction du monde industrialisé et des banlieues des grandes villes européennes. Cette période marqua un tournant dans l'aliénation de leur culture et un bouleversement économique dans leur Fénois, pays d'origine. Dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, les Polynésiens arrivèrent en nombre important en Nouvelle-Calédonie. Ils y vinrent à la demande des grandes maisons de commerce,
à l'exemple de la maison Baland, comme main-d'œuvre pour remplacer les Chan Dang, Vietnamiens intégrés dans la vie calédonienne ou retournant à leur pays, le Vietnam, comme ouvriers pour la construction du barrage de Yaté, ou dans les mines de nickel et de chrome. Aux Nouvelles Hébrides, Vanuatu, ils furent les bras indispensables pour ramasser le copra. Après leur contrat, certains Polynésiens retournèrent au Fénois Wallis. Mais beaucoup s'installèrent définitivement en Nouvelle-Calédonie, où ils connurent une croissance démographique rapide au point de devenir la troisième communauté de l'île. Dans le domaine économique, les Polynésiens se retrouvent aujourd'hui en nombre important comme ouvriers du bâtiment, où ils constituent la principale main-d'œuvre de force, mais aussi, et de plus en plus, dans tous les autres corps de métier où ils s'intègrent grâce à leur adaptabilité, à leurs compétences reconnues et à leur capacité de travail. Dans le débat politique calédonien, ils prennent une importance croissante lors des échéances électorales où ils sont particulièrement courtisés par les partis politiques qui sollicitent leur suffrage, en recourant à des pratiques clientélistes méprisantes. Une part d'entre eux a choisi d'échapper à cette pratique en constituant un parti politique exclusivement océanien, risquant ainsi une dérive communautariste ou un repli sur soi-même. Aujourd'hui, les Polynésiens de Wallis et Futuna, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie pour des raisons économiques, ont une telle croissance démographique et constituent une dimension et une réalité socioculturelle si forte qu'on ne peut plus envisager leur retour dans leur pays d'origine. Bien moins nombreuse mais également fortement détachée de son milieu d'origine, la communauté tahitienne partage cette réalité. Les uns comme les autres sont désormais des Calédoniens, à l'instar de tous ceux qui sont arrivés sur cette île. La culture des Polynésiens de Nouvelle-Calédonie porte en elle la marque directe de cette histoire locale complexe. Ainsi, les Foïlo, chants polyphoniques, retracent leur aventure dans le trou de l'enfer, la mine, comme pour rappeler aux jeunes générations leur périple difficile et la souffrance vécue. Pour les générations actuelles, la souffrance accumulée par leurs anciens est devenue le lien à leur pays natal, comme ce fut le cas avant eux, pour les Calédoniens d'origine européenne ou pour les Chan Dang. Sans doute, cette souffrance, tout comme l'évolution de tous vers la vie moderne ou la mondialisation, favorise-t-elle aujourd'hui le tissage de liens entre les accueillants et les accueillis. Sans doute l'accueil ne sera-t-il plus à la manière traditionnelle typiquement océanienne, mais davantage à l'européenne avec des pratiques encore inconnues il y a peu de temps. Dans les échanges, le troc entre océaniens continue malgré l'apparition de l'argent, tandis que ce dernier modifie le sens des échanges et des pratiques sociales et qu'il bouscule les modes de vie. Aujourd'hui encore, dans certaines familles océaniennes, le troc et l'échange restent d'actualité, notamment pour les familles vivant dans les squats. C'est là une manière de lutter contre la pauvreté mais aussi un retour aux valeurs des vieux, dans un environnement marchand difficile et parfois vécu comme hostile. Ainsi, paradoxalement, le squat, qui est une conséquence directe de la vie urbaine moderne, revigore-t-il certaines valeurs humaines et océaniennes traditionnelles. À la même époque, les écoles catholiques de Calédonie recevaient des étudiants polynésiens de Wallis et Futuna à Canala, à Peta et à Nouméa. Beaucoup ont suivi les cours au séminaire de Canala, à Nouméa, Faubourg Blanchot, et à Saint-Léon à Peta. Les premiers bacheliers d'origine wallisienne sortirent de ces écoles catholiques. Parmi eux, le futur et premier évêque Uvéan. À la suite des querelles entre l'Église catholique et l'État français à Wallis, la Nouvelle-Calédonie devint le lieu d'éducation et de scolarisation favori des Uvéans et des Futuniens. Dans les années 60 encore et dans la période du boom, prospérité économique calédonienne liée à la flambée rapide et courte des cours du nickel entre 1968 et 1971, la communauté polynésienne connut, comme toutes les autres, une période de vache grasse. L'insouciance générale dominait alors, et importait peu ce qui pouvait arriver. Les pratiques coutumières étaient facilitées et amplifiées par la profusion d'argent et la vie facile. En ville, l'attirance pour une espèce d'American Way of Life faisait rêver les jeunes générations. Au final donc, la Nouvelle-Calédonie offrit à la communauté polynésienne installée après la Seconde Guerre mondiale des conditions de vie améliorées avec une éducation pour les enfants, des emplois, salaires dans l'industrie, le bâtiment et aujourd'hui dans le tertiaire. Dans les dernières décennies 1980 à 2010, la coutume s'est faite moins pesante, autorisant une mobilité sociale accrue.
Désormais, les différences sociales correspondent beaucoup moins aux strates coutumières. La culture n'ayant plus le même poids, certains tabous n'ont plus lieu d'être. De son côté, la diaspora uvéane en France métropolitaine expérimente la dure réalité de la société moderne. Ici, l'individualisme prend le dessus sur le mode communautaire. Les Uvéans s'installer, vivent ce que des Gauguins et des Brel ont fui jadis pour des îles paradisiaques en Océanie. Étonnant croisement de destin. L'Européen fuyant la vie trépidante des villes continentales pour ce qu'il croit être un paradis tropical, tandis que l'insulaire fuit l'ennui des îles pensant trouver sur le vieux continent une vie plus enrichissante. Cette diaspora s'est constituée avec les premiers contingents d'engagés militaires dans l'après-guerre, qui ont fait souche en France métropolitaine. Vinrent ensuite les étudiants, dont certains préférèrent ce nouveau pays d'accueil à la Nouvelle-Calédonie, de telle sorte qu'au début du XXIe siècle, les Tavakas modernes se font surtout au départ de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie vers la France métropolitaine. Les départs de Wallis et Futuna se font surtout pour des raisons économiques, tandis que l'absence de confiance dans les partis politiques et dans l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie explique les départs depuis ce pays vers la France. L'incertitude de l'avenir, en cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, pousse à chercher ailleurs la sécurité pour soi-même et pour les nouvelles générations. De plus en plus de jeunes uvéano-calédoniens, wallisiens nés en Calédonie, migrent vers la France. Tant en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine, en raison de la démographie galopante, ces populations issues des Tavakas récents ont perdu au change. D'une part, le sens de la famille a été égratigné, les valeurs coutumières se sont effritées et le mode de vie à l'européenne s'est substitué à celui des Océaniens. D'autre part, dans la nouvelle vie individualisée qu'ils ont choisie, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. L'argent, élément important de la manière de vivre européenne, a ébranlé les valeurs coutumières. Dépourvu de sens coutumier et de valeurs humaines, l'argent n'a qu'une valeur économique qui contraint l'Océanien à s'éloigner de ses pratiques sociales traditionnelles. Dans toutes les générations, chez les garçons comme chez les filles, l'alcoolisation progresse et la communauté wallisienne, comme toutes les autres, est désormais touchée par la consommation de cannabis. Les jeunes y voient un rite de passage, perdu avec les autres repères traditionnels. L'alcool et le pakalolo, cannabis, constituent deux produits néfastes qui établissent désormais les liens sociaux dans les fêtes calédoniennes, appelées bringues ou kermesses. Et ceci sans distinction d'ethnie ou de classe sociale. On ne conçoit plus la rencontre sociale ou festive sans alcool et sans cannabis. Contrairement aux ancêtres qui utilisaient ces moments de convivialité pour transmettre les savoirs ou seulement les partager, aujourd'hui, on cultive le paraître. On décline plus ou moins son statut par l'exposition ou l'ostentation à outrance de ses biens dans une atmosphère bien arrosée et enfumée. L'appât du gain et l'attirance pour les lumières de la ville ont cédé la place aux réalités d'une société où domine la notion du marche ou crève. L'homme se satisfait d'un système qui le ronge doucement de l'intérieur, lui faisant perdre son identité et ses coutumes. Pourtant, cette société reste soumise aux caprices de l'économie internationale déshumanisée, et les crises qu'elle traverse ont des répercussions jusque dans le Pacifique. Dotés d'une remarquable capacité d'adaptation, les Uvéans parviennent néanmoins à reproduire dans les quartiers de leur ville la structure coutumière en s'organisant culturellement et en calquant le modèle du Fénois laissé jadis derrière eux, quelque part dans le Moana Pacifica, l'océan Pacifique. S'agit-il de nostalgie, ou est-ce surtout lié à un sentiment d'insécurité ? L'un et l'autre cas révèlent que le charme de la ville aux vitrines alléchantes et l'illusion de la vie facile ont montré leur vrai visage. Peut-être serait-ce une manière de ne pas sombrer trop vite dans l'envers du décor urbain. Alcool, drogue, chômage, insécurité et autres maux de la société industrialisée. On s'agrippe à un tronc appelé coutume, comme à une bouée de sauvetage pour continuer en tant que tel, en attendant des cieux plus cléments et une mer plus calme. La coutume des ancêtres a définitivement fait naufrage dans les écueils des villes et banlieues des pays industrialisés. En Nouvelle-Calédonie, toutes les communautés océaniennes sont entrées dans le tourbillon de l'acculturation, et le folklore vanté par tous les Océaniens sans exception ne fait que nous projeter vers cette redoutable vérité. La coutume folklorisée qui se pratique aujourd'hui, tiendra-t-elle encore longtemps sous les coups de butoir de la modernité ?
Les générations à venir déjà bien métissées se souviendront-elles de ce Fénois, pays, dont les contes et légendes ont marqué les générations précédentes? Quels liens réels pourront encore exister avec un Fénois? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.